D'abord, merci à toutes et à toutes de votre présence. Je vais me présenter, moi je suis Franck Delalange, je suis secrétaire de l'UED CGT de Drancy. Nous sommes très heureux d'accueillir l'initiative de ce jour. Donc tout d'abord, je vais vous rappeler aussi ce que c'est que la bourse de travail, parce qu'il y en a qui commencent à faire. C'est l'endroit où tout le monde peut venir. Et on est heureux, c'est la maison de tous les travailleurs qui se réunissent à s'organiser. Et puis, malheureusement, des fois, dans les dépenses, vous savez qu'il y a beaucoup d'attaques patronales, mais aussi, la bourse de travail, c'est un endroit aussi de réflexion et de culture aussi. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'initiative de plaisir, avec, en partenariat avec le Salon du Livre, étant là, et pour la 4e édition, on s'est inscrit dans cette initiative et en même temps, on a choisi aussi de proposer un débat. Et voilà, donc, voilà, je fais un peu. Avant de laisser la parole aux camarades de l'IHS qui sont intervenus, Emmanuel, donc on a un message donc délivré du petit fils d'Ambroise Croizat. C'est sûr de ne pas être présent à la réunion. Donc je vais laisser présenter Henri. Bonjour à tous. C'est avec regret que je ne puis assister aujourd'hui à cette initiative qui vous rassemble, car très sollicité dans la période et engagé sur d'autres actions. Je voulais souligner l'importance de la mémoire ouvrière dans la construction de la sécurité sociale qui s'inscrit en fond récit distillé par l'histoire officielle. Cette histoire officielle qui cherche à minimiser le rôle qu'a tenu Ambroise Croizat dans cette construction et qui cherche aussi à cacher la mobilisation du monde du travail et au premier plan des militants de la CGT qui ont permis à cette œuvre civilisatrice de voir le jour. Il faut déconstruire ce mythe de l'histoire officielle qui consiste à laisser croire que, au sortir de la guerre, un État bourgeois, dans son immense générosité, nous a permis d'améliorer nos conditions de vie. Ces améliorations, nous les devons qu'à nous-mêmes, grâce aux luttes qui ont été âprement menées. Je suis persuadé que les intervenants de qualité qui animent votre initiative sauront en convaincre ceux qui en doutent encore. Je suis également assuré de la richesse des échanges que portera cette journée. Je vous adresse donc tous mes vœux de réussite pour cette initiative et vous accompagnerai par la pensée. Merci à tous pour votre attention. Je voulais aussi excuser la présence de Kamel Rami, qui est secrétaire de l'UD 93, qui, comme vous le savez, il y a la manifestation contre les violences contre les femmes qui a lieu en ce moment même, donc qui ne pouvait pas se rendre présent, mais qui est de tout cœur aussi avec nous dans cette initiative. C'est la première fois sur l'UD de Drancy, un événement, c'est génial. Merci. Tout d'abord, merci à l'IES CGT de Drancy d'avoir participé, prévu cette rencontre sur Ambroise Croizat et par reprocher la création de la sécurité sociale en France. Je vais donc non pas poser de questions, mais je vais présenter Emmanuel Dufouvois, qui est journaliste de profession, membre du syndicat CGT de journalistes, lequel a fait, entre autres, mais ça, vous savez, la table des livres en bas, il y a plein de bouquins qu'il a écrits, et un travail, en l'occurrence, très important sur la personne Ambroise Croizat. Personne, en même temps, le militant, et sur, donc, par ricochet, les 80 ans de la sécurité sociale telle que nous la connaissons aujourd'hui. La personne du ministre ouvrier, le militant CGT, lequel a été donc à l'origine de la mise en place concrète de la décision du CNR
contenu dans les jours heureux. J'ai vu en deux cas en bas sur le CNR, de se reporter, et aussi l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui met en place la sécurité, qui met pas en place, qui crée la sécurité sociale. Je voudrais juste, avant de dire quand même que cette décision du CNR n'est pas tombée comme ça du ciel, forgée dans l'action de la guerre contre l'occupant nazi, que ça vient déjà du 19e siècle avec la mise en place des mutualités ouvrières. En 1910, avec une première loi sur les retraites, que la CGT de l'époque était pour, mais que la CGT-U n'était pas d'accord, ils considéraient que cette retraite était une retraite pour les morts, parce que l'espérance de vie était de 45 à 50 ans pour les ouvriers de l'État. C'est pas la même situation. De 28 à 30, il y a eu les lois sur les assurances sociales, à savoir des assurances privées, dont le patron a été obligé de cotiser, mais bien sûr, avec la crise de 28 et la Deuxième Guerre mondiale, et ça c'est là-dessus, sur cette expérience, que le CNR va décider la mise en place d'une sécurité sociale universelle. Le livre d'Emmanuel Deschilois, il est organisé en 4 grands chapitres. Ils sont basés sur l'entretien des petits-fils d'Ambroise Croizat, et donc, ils se composent de 4 grands thèmes: les origines du futur ministre, la guerre, le ministre et les mémoires, voire son occultation. Ça, je pense qu'Emmanuel va pouvoir mieux vous présenter son travail et je lui passe la parole tout de suite. Merci Franck, merci José, merci de l'accueil d'un principe, c'est un livre, Michel Desmagie. Je suis particulièrement content d'être ici parce que depuis que mon livre est sorti, j'ai plein de sollicitations, je fais un peu de silence, mais je suis du 93, je suis content et j'ai encore jamais venu vraiment sur un débat important de 93. Donc merci pour l'accueil, c'est très sympa. Là, je viens de Moulins dans l'Allier jeudi et hier j'étais encore à la Seine-sur-Mer dans le Var, vous voyez. Donc je suis bien content de revenir par ici. Et la deuxième chose, c'est que j'étais justement à Moulins dans l'Allier avec Pierre Fayot-Croizat, encore il y a 2 jours, le fils d'Ambroise, puisque donc lui il habite dans la Nièvre, mais il était près de chez lui, et il vous salue et il vous adresse tous ses vœux de camaraderie. J'ai combien de temps pour cette présentation? J'essaie de faire court, mais l'idée c'est d'avoir vraiment des questions de la salle et que ce soit un peu un échange parce que c'est ça qui est intéressant. Alors écoutez, je vais essayer je voudrais que vous reteniez peut-être 3 choses. Je vais essayer de faire mon présentation autour de 3 idées. La première, c'est que c'est vraiment le mouvement ouvrier à travers Croizat qui a contribué à bâtir notre modèle social, et notamment la Sécu. C'est un ouvrier. Première chose, je vais essayer de vous expliquer ça. Ça, c'est important. Parce que ça a tendance à être un peu effacé. La deuxième chose, c'est que si c'est intéressant de reparler de Croizat aujourd'hui, c'est pas, justement, faut pas le mettre au relique, faut pas le mettre au grenier, et ça peut nous servir, et ça va nous servir, et ça nous sert aujourd'hui, parce que ça nous rappelle les principes originels de création de la Sécu, qui ont été en grande partie altérés et détricotés depuis. Et ces principes originels, on peut tout à fait, même s'il y a des besoins nouveaux aujourd'hui, il est très important de les connaître et de s'en servir comme levier pour mieux la défendre aujourd'hui et même la renforcer et l'étendre, la Sécu, parce qu'elle est extrêmement attaquée et fragilisée. Et la troisième chose, alors ça, je fais très court, mais si vous voulez, c'est une question, on peut y revenir, c'est effectivement, c'est important aussi de parler de lui, parce qu'il a été en grande partie effacé,
Alors, pas dans la mémoire que j'appellerais militante de la CGT, du Parti communiste, mais dans la mémoire plus institutionnelle. Le petit-fils parle de officiel, moi je préfère parler d'institutionnel, c'est-à-dire celle des élites, des grandes institutions de notre pays, qui a fait clairement la part belle à Pierre Larocque, qui a joué un rôle important, mais qui ils ont travaillé en complémentarité. Voilà. Donc, expliquer pourquoi finalement sa mémoire est effacée et pourquoi il y a une sorte de renouveau mémoriel depuis quelques années qui est très important. Alors, d'abord, Croizat, avant tout, c'est un ouvrier. Il embauche comme ajusteur outilleur à 14 ans. À 13 ans, pardon, en 1914, quand son père part à la guerre, il arrête l'école, donc il a 13 ans. Hein. Et déjà, en fait, il va être syndiqué au syndicat des métaux de Lyon l'année d'après. Donc à 14 ans, si vous voulez, il est déjà à la CGT. Pourquoi? Parce qu'il venait de Savoie avec ses parents, son père, et son père, à 2 reprises, au début du XXe siècle, essaye de créer à Notre-Dame-de-Briançon et à Ugine, ces 2 villes de la Tarentaise en Savoie, il essaye de créer un syndicat dans une petite entreprise métallurgique, CGT. Et par 2 fois, on lui refuse. Le rapport de force n'est pas encore comme il sera plus tard. La CGT, je vous rappelle, est née, elle, en 1895. Donc là, en famille, on fête ses 130 ans. C'est tout récent. On lui refuse 2 fois. Il est licencié, il doit quitter la ville. Le petit Ambroise, à 5 ans, il quitte une première ville. À 7 ans, il quitte une deuxième ville. Il se retrouve dans la banlieue lyonnaise. Et en plus, il assiste à des accidents dans les fours. Des collègues de son père sont blessés, sont tués. Et donc, si vous voulez, tout petit déjà, il comprend ce que c'est de devoir améliorer la condition de vie et de vie tout court. Hein. C'est-à-dire, quand on a un accident très très grave et qu'on peut plus travailler, si on n'a pas d'indemnisation d'accident et qu'on est de chef de famille, comme on disait à l'époque, même si on dit maintenant, ben c'est toute une famille qui tombe dans le dénuement. Quand on arrive à 55 ou 60 ans et qu'on ne peut plus travailler, ou en tout cas que eh ben on touche pas de pension de retraite à l'époque. Quand on a une maladie grave, on ne peut pas facilement soigner si on n'a pas d'emploi, de Socrate, on n'a pas un patrimoine et de l'épargne. Un paysan à l'époque, dans les années 20 ou 30, il vend la moitié de son cheptel pour faire une opération d'appendicite à son fils. Donc, si vous voulez, les classes populaires, la classe ouvrière et les classes populaires en général, n'ont pas de ce qu'on appelle aujourd'hui, on peut noter la protection sociale. Donc très jeune, il est marqué par ça, Ambroise Croizat. Et donc, si vous voulez, il est avant tout un syndicaliste. Il veut améliorer les conditions de vie au sens de vivre, de survivre de ses camarades. Et ensuite, dans un deuxième temps, à partir de 1920, quand il était le Parti communiste avec scission convaincue par rapport au socialisme, il va devenir communiste. Et si vous voulez, c'est la suite de son engagement syndical, de l'engagement communiste. C'est-à-dire, il veut vraiment, c'est vraiment un homme de terrain et de vie des gens, petit peu. Je passe des étapes, mais il va diriger la fédération des métaux de la CGTU en 1928, c'est quand même divisé, donc entre 1920 et 1936, il y a 2 CGT. Il y a une CGT socialiste et une CGTU. D'ailleurs, attention, hein, parce que 1910, c'était que la CGT. On était opposé il n'y a pas encore la CGTU. Donc, il est d'abord la fédération des métallos CGTU, et puis en 36. Alors, la grande année pour le mouvement ouvrier, d'une part, il est élu député du Front populaire en tant que communiste, Ambroise Croizat, député du 14e à Paris, et puis, il est donc dirigeant, secrétaire général de la fédération des métallos CGT réunifiés. Et alors, ce qu'il a posé dans son dessin, la première chose, c'est que son père était métallo et il s'inscrit dès 14 ans au syndicat des métaux, mais ce qui pèse à nouveau, c'est l'année 36-37, sa fédération, passe de 46 000 à 832 000 adhérents en quelques mois. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire syndicale française. En 45, quand la CGT sera à 5 millions d'adhérents, il y aura 1 million de métallos. Aujourd'hui, à titre de comparaison, le pays, il y a 50% de plus de population, et la CGT est à 600 000. La CFDT, 600 000 également. Vous voyez la différence, le rapport de force. Donc, en plus des grèves qu'il a menées et des négociations avec le patronat et de l'expérience du terrain qu'il a acquise, le fait qu'il dirige la plus grosse force syndicale du pays, à travers les métallos, c'est ça qui explique fondamentalement qu'il est devenu un ministre du Travail. Parce que
Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est après la guerre, en 45, on a les premières élections d'après-guerre, législatives, en octobre. Le PCF devient le premier parti, avec 27%. Et donc, pour la première fois, on a 5 communistes qui vont au gouvernement de De Gaulle. De Gaulle va rester 2 mois, parce qu'après, il a plus la légitimité, la même démocratique qu'il avait de légitimité comme résistant. Et donc, le PCF arrive en tête. Il est à la fois auréolé de sa résistance, et puis, c'est dans la continuité de l'élection du Front populaire des 36. Il y a eu un peu d'arrêt avec la répression entre 30 et 40, mais, si vous voulez, il est vraiment dans une période où le mouvement ouvrier est en plein essor. Donc, il y a 5 ministres communistes et Croizat a le travail. Donc, gardez bien en tête que c'est un ouvrier. Et donc, dans la période de... Ah oui, d'accord, je suis filmé, c'est pour ça que vous regardez le site. D'accord, vous pas compris. C'est dans la période de la République française, depuis qu'existe ce ministère du Travail, depuis 1906, c'est la seule fois où il y a un ouvrier qui a été ministre du Travail. Et cet ouvrier, parmi tous les ministres du Travail depuis 1906, c'est celui qui, de très loin, a le plus grand bilan social. Je vous explique. Donc, il a créé avec le haut fonctionnaire Pierre Laroque la sécurité sociale. Je vous redis une chose importante, c'est que quand on a un vocabulaire un peu grand public dans les quotidiens, dans la rue, on a tendance parfois à limiter la sécurité sociale à l'assurance maladie, à la carte vitale. C'est seulement une des 4 branches. Vous êtes d'accord ici? Les autres branches, c'est l'assurance vieillesse, les versements des pensions, les CAF, les allocations familiales, et l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et alors, en France, pour des raisons que je ne vais pas rentrer dans les détails, par exemple, l'assurance chômage, c'est le cas, par exemple, en Belgique, mais en France, elle n'est pas dans la Sécu, parce que justement, elle n'a pas été créée en 45-46 dans la sécurité sociale, ça a créé plus tard en 58. Elle n'est pas dans le cadre branche, d'accord? Assurance maladie, retraite, accident du travail, alloc. Donc, il crée déjà avec Pierre Laroque la Sécu. Mais en plus, il crée les comités d'entreprise, il crée la médecine du travail, et malgré les conventions collectives du Front populaire qui ont été un énorme, qui sont aujourd'hui, en fait, que nos salaires en partie, quand on convention collective baisse et puis il y a des niveaux de grandes différences dans le pays, c'est vraiment un avis très important, ces conventions collectives. Malgré cela, il y avait encore une discrimination légale de 10% du salaire des femmes, un abattement de 10%, légalement, c'est-à-dire, vous étiez sténo, homme 1600 francs, femme 1450. C'était légal. Donc au moins, ils suppriment cet abattement légal, il n'y a plus de discrimination légale. Vous avez bien tout compris, tous et tous, que on va pas passer du jour au lendemain à l'égalité salariale, mais en tout cas, il fait passer son décret. Donc si vous voulez, en 15 mois de ministère effectif, notamment toutes ces lois, c'est l'année 46, c'est un bilan absolument exceptionnel. Voilà. Donc, le mouvement ouvrier a grandement contribué à bâtir notre modèle social tel qu'il existe encore aujourd'hui. Les lois et la Sécu et les lois de 46 sont à la base de notre modèle social et les lois à ce moment-là. Et alors derrière, je ne sais pas moi-même s'il aurait aimé avoir une biographie, parce qu'il était attaché avant tout à la lutte collective. Donc quand je dis Ambroise Croizat, il incarne, si vous voulez, des décennies de lutte de millions de personnes. Il ne faut pas le mettre en avant à l'excès, évidemment. Mais ça aide aussi aujourd'hui d'incarner par une personne, par un être humain, ça aide à faire passer quand même des idées. Et les gens, en tout cas, scientifiques, ça ne peut pas opposer à ce qu'est une biographie. Ouais. Voilà. Et alors, troisième chose, ce qui est très étonnant, c'est qu'en 1951, cet homme, grâce à ces réformes, va véritablement changer la vie des gens, et notamment des classes populaires. L'espérance de vie passe en quelques décennies de 60 ans à 80 ans dans le pays. Grâce à la Sécu et au progrès de la médecine. Mais grâce à la Sécu aussi. Parce que s'il y avait les progrès de la médecine seule, sans la Sécu, on n'aurait pas touché tout le monde. Et donc, ça fait une énorme différence. La mortalité infantile baisse énormément. Et donc, véritablement, les gens ont changé et
il gagne un petit peu le surnom de ministre des Travailleurs, si vous voulez. Et quand il meurt en 1951, très jeune, il y a un grand nombre de personnes, 1 million, je pense que c'est un chiffre. Oui. Donc, on va notamment parler de son assistante. Je pense que ce chiffre est exagéré. Mais il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à ces obsèques qui vont de la CGT à Château-Landon au Père-Lachaise en 51. C'est vraiment des grandes obsèques. Il est tout à fait chéri des classes populaires de ce pays. Il est très, 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 très aimé, très apprécié. Et pour autant, dans les années suivantes, notamment dans mon livre, j'explique que Jack, c'est dans les années 90 et 2000, parmi les élites de ce pays, en tout cas, ceux qui enseignent à Sciences Po, à l'ENA, ces gens-là, ou même à l'école des cadres de la sécurité sociale, qui est à Saint-Étienne, eh ben, il est en grande partie oublié. Il est effacé de la mémoire au profit de Pierre Laroque, le fonctionnaire. Alors, il y a diverses raisons à cela. Certaines bonnes, beaucoup de mauvaises. On pourra en reparler après si vous avez des questions, parce que là, je vais m'arrêter et je vais vous laisser un peu la parole. Mais, précisément, ça a quand même un peu pour but d'effacer le rôle du mouvement ouvrier dans la construction du modèle social. C'est ce que disait Pierre bien dans le début de sa vidéo. C'est pas un État bourgeois dans sa grande générosité qui, du jour au lendemain, a dit, ah bah tiens, il y a une guerre un peu dure, on va donner plein de droits en termes de sécurité sociale et dans d'autres domaines aux classes populaires. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, c'est un rapport de force. Hein. Et si vous avez des questions, là, je vous expliquerai que la sécurité en termes de ça, c'est pas un consensus. C'est à minima un compromis, et il y a quelques syndicats et partis qui sont pas d'accord sur la façon, notamment dont l'organisation unique se met en place. On va en parler. Mais je termine, donc il a été en grande partie effacé un peu de la mémoire. On le voit bien pour ceux qui ont vu le film social, à 2-3 reprises, c'est bien expliqué. Et depuis une quinzaine d'années, alors ça a démarré vraiment par un colloque comme par hasard, hein, des métallo-CGT. C'est pas un hasard, c'est parce que c'était ce syndicat, mon syndicat. Ensuite, par le premier et seul à ce jour, avant mon livre biographe, il faut lui rendre un grand hommage, de Croizat, le seul qui existait, hein, c'est le Savoyard, et c'est la deuxième chose, c'est marrant, hein. Le premier c'était les métallo-CGT, et le deuxième c'est un Savoyard ou bien un Croizat. Michel Étirand, il a grandi dans la même cité ouvrière, à notre plein de Briançon que Ambroise Croizat. Il a fait une première biographie qui a vraiment permis de sortir, comme dit Gilles Pérez, qui a fait un documentaire, il a sorti Croizat des catacombes de l'histoire, et puis, la troisième, étape, si vous voulez, ça a été le documentaire de Gilles Perret, La Sociale, en 2016, et là, qui a un peu élargi, même au-delà du cercle militant, qui a un peu plus fait connaître Croizat, et donc, c'est pas un hasard si, notamment dans les mouvements sociaux, dans les manifestations contre les 2 réformes des retraites successives de 2019, 2020 et 2023, là, on a eu, je le montre dans mon livre, je ne suis pas occupé, je vous fais la toute première photo, quand on ouvre, en rôle rouge, voilà. Il y a eu, à plusieurs reprises dans des manifs, des slogans ou des références, des calicots, à Croizat. Notamment, à un moment donné aussi, voilà ce que c'est un véritable ministre du travail, où il y avait aussi, Croizat revient du sol à craquer, voilà. Donc, si vous voulez, il y a un renouveau mémoriel qui permet de montrer, ce qu'était j'en termine par là, pardon, oui, ce qu'était la sécurité sociale telle qu'elle avait été en 45, c'était le financement des principes que je voudrais que vous gardiez en tête, le financement par la cotisation, aujourd'hui c'est plus de 50%, la gestion par les assurés qui étaient élus à travers leurs programmes syndicaux, 75% de sièges pour les syndicats dans les caisses, aujourd'hui c'est l'État qui gère la sécu, depuis 2 étapes que vous pouvez inclure. La troisième chose, très très important, vraiment, alors ça très important. On déterminait les besoins des êtres humains, qui sont besoins pour se soigner, les maladies, quelques remboursements, donc il fallait donner aux médecins. Quel niveau de pension les gens devaient avoir pour pas être dans le dénuement une fois qu'ils arrivaient à la retraite. Donc vraiment, on parlait de la vie des gens, de leurs besoins humains. Et ensuite, on adaptait le financement. On développait d'autres cotisations.
Aujourd'hui, c'est l'inverse, les 82 et 96. Notamment pour l'assurance maladie. ONDAM, Objectif National de Dépenses d'Assurance Maladie, on fixe le plafond de dépenses, et après, bah, je ne vais pas s'étonner que la satisfaction des besoins en découle. Ce n'est pas l'inverse. Et donc, on dérembourse les médicaments, on fait la franchise médicale, etc. Et la quatrième chose, c'est le périmètre de la sécurité. C'est quand même, alors, il y a eu tout de suite les modérateurs, bon, on a eu tout de suite des mutuelles qui remboursaient une partie, mais si vous voulez quand même, notamment l'assurance maladie et même la retraite, le périmètre principal, enfin ceux qui remboursaient, ceux qui indemnisaient les gens contre les risques de la vie, c'était la sécu. Si vous voulez, les mutuelles étaient marginales. Et, petit à petit, ils ont pris plus de place. En 89, on a accepté notamment pour l'assurance maladie que les assurances privées, ainsi qu'un peu au prendre. Et donc, voilà, il y a vraiment eu énormément d'étapes, je ne vais pas tout les dire, mais en beaucoup d'étapes, par exemple, l'étape en 80 avec les barres de dépassement honoraire, l'étape en 89, que les assurances puissent rentrer dans le champ de l'assurance maladie, l'assurance privée, etc., etc. Ensuite, les branches médicales, ensuite, le PES, le taux de remboursement de certains médicaments ou par la Sécu. Et donc, au fur et à mesure, on transfère des charges sur ce qu'on appelle les complémentaires santé. Notamment, complémentaires santé, vous voyez ce que c'est les mutuelles, qui sont à but non lucratif, pratiquement, et les assurances à but lucratif. Tout ça, c'est des complémentaires santé. Et simplement, c'est pas du tout, et j'en terminerai là, je ça fait 5 fois que je dis, j'en terminerai vraiment là. J'espère que j'ai pas été trop long. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'on peut dire, voilà, bon, bah, on baisse de 70% à 60%, le remboursement de la Sécu sur tel médicament, et puis on s'est remboursé sur la mutuelle ou l'assurance privée. C'est pas pareil. Parce que la Sécu, c'est véritablement une philosophie politique de redistribution révolutionnaire. C'est-à-dire que chacun cotise selon ses moyens, selon son revenu, et reçoit selon ses besoins. Donc, vous êtes trader, vous êtes immobilier, vous aurez une opération d'appendicite, vous n'avez pas cotisé pareil, mais vous allez être soigné pareil. Quand vous prenez une mutuelle, et au fur et à mesure, parmi les étapes dont je vous ai parlé, c'est quand même obligatoire en plus. Quand vous prenez une mutuelle ou une assurance, qui plus est une assurance privée, vous cotisez à titre très individuel. C'est-à-dire, ça dépend de votre âge. Si vous êtes très âgé, c'est pas pareil que si vous êtes jeune. Ça dépend de vos antécédents familiaux et médicaux. Ça dépend de, vous voyez, donc on n'est plus du tout dans un système solidaire de redistribution et égalitaire. On est dans un système, qui est moins efficace, qui coûte plus cher, parce qu'il est plus inégalitaire. Donc, plus le périmètre de la Sécu se réduit, et plus le périmètre des complémentaires santé augmente, et moins le système, et plus on s'éloigne de ce qu'ont voulu créer Croizat et Larocque en 45, et c'est pas bon pour les Françaises et les Français. Bon, merci. Voilà. Je pense que ça a donné envie à chacun de lire le livre. Moi, j'ai entendu, mais j'ai eu, avant de lancer le débat, de vous passer la parole, envie de poser une question, tu as dit que pour Croizat, c'était la lutte collective des sollicitaires. Or, aujourd'hui, ce qu'on entend parler, c'est chacun pour soi, l'individualisme. Et la question de la retraite par répartition, en opposition à la retraite par capitalisation. Donc, capitalisation, c'est ce qui existait avant la guerre, en 1945. C'était la CGTI, appelait la retraite des morts. Donc, on est dans la même situation. Donc, moi, je te pose une question, je sais que c'est pas devant, et tu peux pas, mais je me demande quelle aurait été sa réaction aujourd'hui, moi, sur cette modification de ma pensée. J'avoue, en fait, je comprends à chaque fois, il aurait pensé oui. Il aurait évidemment pensé qu'il faudrait revenir au principe de 45. C'est-à-dire, sur l'assurance maladie,
Alors, c'était même pas vrai en 45, parce qu'il nous dit qu'il y avait quand même le système modérateur dès le départ et que mutuel était dans le système quand même. Le Parti communiste porte. Alors oui, j'ai pas dit, moi je suis pas au Parti communiste, hein, tout simplement au syndicat SNJ, CGT, effectivement, comme dans le Parti communiste porte un retour au remboursement intégral par la Sécu, et la Fédération des organismes sociaux de la CGT, les organismes sociaux, c'est tous les gens qui travaillent dans la Sécu, et au-delà un peu même des aides à domicile ou dans les crèches, mais en tout cas, c'est tous les gens qui travaillent dans les CAP, les CPRL, tout ça. Mais cette fédération de la CGT porte ce qu'on appelle le 100% Sécu, une Sécu intégrale. C'est-à-dire qu'il faudrait même que les systèmes de crèche ou de maisons de retraite, pardon, les EHPAD, soient carrément dans le système de Sécu. Moi, par exemple, à titre personnel, hein, j'engage personne, là, il a cette personne, mais je suis favorable, et ça serait extrêmement différent. Par exemple, vous n'auriez pas à avancer de l'argent voilà, et par exemple, pour le travail des femmes, au niveau des crèches, ce serait une avancée sociale formidable. Ce serait exactement l'esprit de 45. Donc, un 100% sécu, où effectivement, vous auriez les besoins nouveaux, vous serez de nouveau dans la sécu, et puis également, tous les complémentaires santé. Alors, déjà, peut-être par étapes, parce que certaines mutuelles jouent un rôle, de fait intéressant, certaines, mais déjà, les assurances privées, les rabattre dans le périmètre de la sécu, et puis en deuxième temps, effectivement, aussi le côté mutuel. Donc lui, évidemment, il dirait ça, et puis il est évident qu'il défendrait corps et âme le système par répartition, et pas un système par capitalisation. Donc, vous voyez bien, tous à peu près ici quelle est la différence. Ouais. Et effectivement, par exemple, les élections présidentielles 2027 semblent se diriger vers un grand débat là-dessus. Alors, simplement, j'ajouterais dans là, c'est que dans une époque de fait, hein, dans une époque où la défiance est grande envers de nombreuses institutions, la sécurité sociale remporte 88% de satisfaction auprès des gens. C'est-à-dire qu'en réalité, à chaque fois que les pouvoirs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais se sont attaqués à la sécurité, que ce soit sur les défaits de l'assurance maladie, à chaque fois, que ce soit dans des sondages ou dans des mobilisations sociales, on a bien vu que les Français, ils restaient grossièrement attachés, parce qu'ils savent ce que ça a changé dans la vie des gens après guerre. Et donc, gouvernement après gouvernement, s'ils s'attaquent à ça, ils vont être de plus en plus impopulaires. C'est par hasard si Michel Barnier est tombé sur un PLFSS, un plan de la Sécu. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un débat fort en 2027. Simplement, le problème de ces 80%, c'est qu'aujourd'hui, ces 80%, du fait de la division profonde des classes populaires entre l'extrême droite, l'abstention et la gauche, elle ne se traduit pas en une majorité électorale. C'est ça qui fait que, mais bon, par exemple, le fait, quand Barnier est tombé, c'est qu'il y a une majorité de l'Assemblée qui l'a fait tomber, voilà, sur le PLFSS. Donc, les Français sont extrêmement attachés à leur sécu. Ça va être le système social, globalement, l'État-providence, ça va être un gros débat, je pense, 2027 et les années après. Et c'est clair que les Français ne veulent plus, on détricote, et continuent à fragiliser leur sécu. Simplement, est-ce que les élites qui favorisent le privé veulent, parce que c'est un magot, hein, c'est 670 milliards dans le sens de la sécu, le budget d'État, la dépense, c'est 450. Vous voyez, c'est super bien. Et donc, évidemment, il y a des intérêts privés, qui sont assurantiels, et puis à la fois sur la retraite par capitalisation et puis pour le remboursement des frais de santé, qui aimeraient gagner de l'argent à titre privé sur ce magot. Et comment déjà à bon bout de fer, hein, c'est le cas dans la santé, il y a une grande financiarisation du système. Ça a commencé avec de l'épargne salariale et de l'épargne retraite pour la retraite. Là, avec, comme ils disent, ils veulent mettre un petit morceau de capitalisation, toujours avec l'argument de la liberté des gens. Mais en fait, si vous sortez les plus hauts salaires du système par répartition, vous commencez en fait réellement à le détruire. Donc, si vraiment vous mettez une part importante de capitalisation, petit à petit, vous allez en réalité détruire le fondement et le consentement à la répartition. Donc,
Je pense que 3A, il serait fidèle à lui-même et à ce qu'il est en 1,45, c'est-à-dire une sécu vachement intégrale. On va passer à la salle. Et on a d'abord le secrétaire de Noël qui va Donc, je vais aborder aussi une question essentielle, qui est la question du financement. Et je pense que c'est important de se dire aussi, non seulement, comme tu l'as dit, le privé veut mettre la main basse sur la gestion de la sécurité sociale qui sont placées, mais aussi de dire que la sécurité sociale n'est pas mise en danger par le fait des exonérations permanentes, notamment les financements, vous savez qu'il y a toutes les exonérations sur 1,5%, 1,6% du SMIC. Tous les salaires inférieurs à ça ne participent plus dedans, le financement. Et ça, effectivement, en fait, le vrai sujet sur la sécurité sociale, c'est pas que les dépenses augmentent, c'est la source de financement ne cesse de s'appauvrir, et parce que là-dessus, le grand patronat n'a cessé depuis le début de la mise en place de la sécurité sociale. Dès 1947, il y a les attaques sur la sécurité sociale, et vous aurez une petite brochure qui sera à disposition. Bon, je vais répondre à cette question, mais on va quand même prendre une question de la salle en même temps, comme ça je vous répondrai aux deux, et on va lancer un peu la salle, parce que j'aime bien qu'il y ait qu'il y ait des échanges, quoi. Donc c'est Gérard, je crois, c'est ça, c'est Gérard. Gérard. Oui, il y a Gérard. Il y a Gérard. Il y a deux Gérard. Et je voudrais revenir sur une partie. Alors, on va essayer de faire des questions courtes, si vous voulez. Je vais faire des réponses courtes. Je vais essayer. Je voudrais revenir sur une partie parce que tu parles d'un homme, Ambroise Croizat, et d'une époque. Alors moi, je suis pas lancéen. Je le dis tout de suite, je suis secrétaire du syndicat des postiers et du télécom, et comme notre site est là, c'est pour ça que je suis là aussi. Mais n'étant pas lancéen, ça m'a fait tilter quand tu as parlé de cette époque de 45. Il y a eu effectivement toute une série d'hommes et de femmes qui sont sortis de la résistance, qui ont donné leur sang dans la résistance. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à un mec qui s'appelle dans ma ville à Saint-Point-le-Fort, mais j'ai pensé à un autre nom, ici, c'était Niles. D'un seul coup, je me suis dit, ces gens qui d'un seul coup se sont occupés de ce que les gens avaient besoin, d'abord. Et donc, à Nancy, ça a été toute une série de reconstructions, ça a été, il y a des gens qui expliqueront mieux que moi, ça a été les centres médicaux qui, après, ont disparu, etc. Et donc, dans cette démarche-là, je tiens à rappeler que, effectivement, tu l'as dit, c'était chacun cotise selon ses moyens et utilise selon ses besoins. Mais c'est un choix de société. Et c'est pas un choix de société n'importe lequel. Aujourd'hui, malgré toutes les attaques, quand vous allez à l'hôpital, on vous demande votre carte verte en France. Aux États-Unis, on vous demande votre carte bleue. C'est toute la différence. Et c'est vraiment un choix de société. Alors après, il y a des améliorations. Et deuxièmement, il y avait un truc quand même. C'est que depuis le début, on nous explique, moi je suis né en 63, et j'ai toujours entendu dire, oui, mais les patrons, ils cotisent. Non, les patrons, ils cotisent pas. C'est notre salaire. Cette fameuse part patronale dont on nous parle et on nous rabat, c'est notre salaire. On est en train de nous voler. Tout de suite, là, maintenant. Donc je pense même pas. Et cette génération d'hommes et de femmes, dont Ambroise Croizat est je dirais le fer de lance, dans notre département, Étienne Fajon, j'ai plus tous les noms ne me reviennent pas. Donc, on a eu à un moment de cette histoire du clos. Oui, voilà, merci pour du clos. Excuse-moi, je cherchais, mais Bernard Grenier. Oui, voilà. On peut multiplier. Mais, là, on donne beaucoup de noms de femmes, d'hommes. Mais il y avait beaucoup de femmes aussi qui ont soulevé le problème. Et cette question-là, de travail collectif, il faut qu'on se la pose. Et aujourd'hui, tu as raison. Effectivement, c'est l'État qui valide par le biais, mais tu as utilisé un mot qui m'a pas plu, qui a rien à voir avec l'État-providence. L'État, il nous donne rien. C'est notre travail qui génère cette richesse, et on veut notre travail.
et ce qui génère cette richesse, et on doit nous l'appliquer. Et quand Ambroise Croizat a mis ça en place, comme les maires qui ont mis les centres médicaux, ils ont dit, on prend l'argent aux patrons, aux exploiteurs, pour le mettre. Et oui, c'est un choix de société, et effectivement, moi je suis effectivement syndicaliste, mais je suis aussi membre d'un parti politique, c'est un choix de mettre en commun les choses, et quand on met en commun, eh bien, on fait du communisme. On est très rare, et puis après, je répondrai. C'est bon, la responsabilité. Voilà. La librairie. Là, c'est la librairie. Oui, pas de problème, je dis qu'à Oui, intéressant, c'est vrai. Et on a souvent dans les congrès d'une locale CGT aussi, ce genre de débat. On est obligé d'intervenir souvent par rapport justement à la système et certains termes utilisés dans le document d'orientation. Dernièrement, je suis au congrès du 29, et je suis monté au créneau parce que le document d'orientation, il parlait de 2000 euros net. Il dit non, 2400 euros brut. Mais 2000 euros net, faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? On oublie, comment dire, le salaire socialisé, qui est important, parce que, et à l'heure actuelle, même, cette dernière, le RN, qu'est-ce qu'il porte? On va augmenter le salaire net en supprimant les cotisations. Voilà, c'est, oui, effectivement, sauf quand tu vas passer à l'hôpital, tu paieras, carte bleue, voilà, donc il y a tout un débat là-dessus. Et puis là, je ne parle pas en parler longtemps, mais une autre chose importante de cette période-là que je sensibilise beaucoup, c'est la CGT avec quand même 5 400 000 adhérents. Et s'il n'y avait pas eu ces 5 400 000 adhérents, peut-être qu'il n'y aurait pas eu, ça aurait été plus compliqué pour mettre des bureaux de sécu dans les moindres petits villages, provinces. Et donc, c'est ça qui a été déterminant aussi. Il y a eu les ordonnances en 45, mais en 46, comme tu disais, annulé. C'est la mise en pratique. Et la mise en pratique, c'est très important, la mise en pratique. Sans ça, il n'y aurait peut-être pas eu de social. Et il faut se rappeler d'une chose, si je ne me trompe pas, mais en 45, 46, il y a eu aussi les élections des administrateurs à la sécurité sociale. Et la CGT avait des scores qui étaient largement majoritaires, 70%. Et ils ont prouvé quoi? Ils ne parlaient pas de déficit à l'époque. Aujourd'hui, on nous fait pleurer sur des déficits alors que le pays, il y a des richesses. À l'époque, le pays était exempt. On sortait des années de guerre, tout était détruit. Ils ont démontré par A plus B que c'était possible de créer une sécurité. Donc, ils arrêtent leur cinéma. Il manque d'argent. C'est vrai qu'il y a des questions de cotisation, 211 milliards, dont 80 milliards, c'est 80 milliards d'exonération par rapport aux cotisations que ça sécure. Le copain a eu raison de rappeler que cet argent, c'est le nôtre. Quand il parle de charges sociales, c'est pas des charges, c'est notre pognon qu'on a créé par la valeur ajoutée créée et les richesses. Avec nos bras et notre intelligence. Il n'y a pas un patron qui dit, oh, moi je paye mes charges, c'est pas vrai. Il paye les cotisations sur la valeur ajoutée. Alors, Une part salariale, une part salariale. Vous avez noté 5 choses. C'est extrêmement riche. Alors, effectivement, alors c'est marrant, hein, on se fait facilement influencer, mais l'État-providence, c'est un mot que j'utilise quasiment jamais. Et simplement, il y avait un article hier dans Le Monde qui disait que justement les questions relatives à l'État-providence vont sans doute être au cœur des débats en 2026. Donc c'est avec le souvenir d'avoir lu ce titre de cet article que j'ai repris ce terme. Mais effectivement, en fait, je l'utilise jamais. Je suis exactement comme toi, je pense qu'il n'est pas adéquat, en tout cas par rapport à l'histoire de France, et cette question de la sécu qui était gérée par, c'est pour ça que le film s'appelle La Sociale. C'était une socialisation, la sécu en 45, et ensuite, à partir du plan Juppé, ça a été une étatisation. Mais c'est pas pareil si c'est l'État ou si c'est les forces sociales qui le gèrent, effectivement. Première chose. La deuxième, le financement. Alors ça, c'est hyper important. Je vais essayer de faire une différence entre le court et le moyen terme et puis le long terme. Sur le court et le moyen terme, c'est sûr que depuis deux décennies, on nous bassine avec le trou de la sécu et les dépenses.
Et on nous sature le débat médiatique et politique avec ça, sur la question des dépenses. Pourquoi? Pour nous dérembourser, pour faire des économies, pour faire passer le privé et réduire le périmètre de la Sécu. C'est un vocabulaire éminemment réactionnaire. C'est une politique intentionnelle et qui est en grande partie fausse parce que ces déficits qui existent, ils sont réels dans les dernières années, en tout cas depuis une quinzaine d'années, sont essentiellement dus à un assèchement des recettes, un manque de recettes. Lesquelles alors, d'abord, récemment, les hausses de revenus passaient souvent par des parts de revenus qui n'étaient pas soumis à cotisation. Tout ce qui est soutien en chèque énergie, en chèque alimentation, prime Macron, épargne salariale, intéressement, tout ça, c'est pas soumis à cotisation. Une libérisation également, c'est-à-dire on repart du contrat de travail, on fait un bond en arrière de plus d'un siècle. Le contrat de travail, c'est 1910. Hein. Avant, on fait un contrat commercial et donc on repasse au contrat commercial. Et souvent, les gens qui sont dans l'ubérisation ou les micro-entrepreneurs ont souvent aussi moins de cotisation. Vrai. Et puis, quand il y a de la modération salariale, par définition, puisque la cotisation est une part de votre et suivant votre revenu, c'est limité. Voilà. Donc, il y a une limitation des cotisations. Ensuite, il y a une politique qui est menée depuis une trentaine d'années d'exonération des cotisations sociales pour dont parlait Franck, qui a connu une accélération énorme à partir du macronisme en 2017. On est à peu près à 20 milliards par an, maintenant on est à 80 milliards. Alors attention, ces exonérations sont normalement compensées par l'État. C'est-à-dire qu'il apporte à la Sécu. Alors, première chose, c'est peut-être compensé, mais du coup, ça donne un argument à l'État pour être d'autant plus la tutelle du financement de la Sécu, parce que vous avez moins de cotisation, vous n'avez plus de part d'État. Hein, vous voyez le truc. Première chose. Alors, deuxième, effectivement, c'est compensé. Mais en réalité, c'est une loi veille, hein, d'obligation de compensation. Mais depuis quelques années, en réalité, ça n'y est plus. Et par exemple, là, on est à peu près à 5 milliards pas compensés. Alors, pour l'assurance maladie, vous considérez à 15 milliards, ça vous fait déjà un tiers du déficit quand même, hein. Voilà. Donc, manque de recettes. Et puis, peut-être la dernière chose, et notamment avec le Covid, c'est que le Ségur de la santé, l'augmentation des revenus des soignants, il n'a pas été budgété, et en fait, c'est aussi une grande partie. Donc, actuellement, sincèrement, le déficit, il est créé artificiellement. Il n'est pas énorme en plus, hein. Il est très très loin du déficit de l'État, et de la Sécu. En termes de PIB, c'est faible. C'est absolument facile par la volonté politique, en changeant ces questions de recettes et de dépenses. Ça, c'est fait à court et moyen terme. Donc, si vous vraiment retenez un truc, il faut donner des ressources, il faut doter la sécurité sociale. Si elle est dans cet état-là, c'est qu'on n'a pas accepté de la doter. Quand Raymond Barre fait les dépassements honoraires parce qu'il y a des métiers qui veulent gagner plus en 1980, il aurait pu doter la Sécu. Et c'est la Sécu qui remboursait les médecins, et sans doute d'ailleurs que ces honoraires auraient au fil des années moins augmenté. Maintenant, il décide de faire un secteur 2, et donc de donner le remboursement des complémentaires santé. On n'est plus dans la Sécu. Mais parce qu'il a choisi de ne pas doter la sécurité sociale de ressources. C'est sûr, la sécurité sociale n'occupe de ça. Ça, c'est à court et moyen terme. À long terme, il faut bien se rendre compte, c'est vrai quand même, qu'on a une population qui vieillit beaucoup, on a des progrès de la médecine, et donc on a des dépenses de santé qui augmentent à peu près de 4% par an. L'ONDAM nous donne généreusement 1,6%. Comment voulez-vous que les hôpitaux publics et le reste de la médecine, et le reste de la santé arrivent à s'en sortir, puisque l'augmentation qu'on leur donne ne correspond pas à l'augmentation réelle des dépenses. Ça ne peut pas marcher. Donc là, si on parle vraiment du long terme, il faut se dire que si les Français collectivement veulent, par exemple, que leur santé représente non plus 11,5% du PIB, mais 13%, si collectivement, démocratiquement, ils pensent que la santé humaine, c'est une priorité, eh ben, on devrait pouvoir consacrer 13% de notre PIB
à la santé humaine. D'autant plus que quand la Sécu a cet argent, elle le dépense très bien. Aux États-Unis, le système de santé, c'est 18% du PIB, mais comme c'est des assurances privées à tire-larigot, les gens très fortunés sont très bien soignés, les médecins et d'autres sont très bien payés, mais la population ou les états sanitaires sont inférieurs à la situation de la France. Donc, je vous redis, 18% du PIB consacré à la santé et au labo pharmaceutique et aux médicaments, donc 11,5% en France, où ça va beaucoup mieux. Donc, vous imaginez, on demanderait simplement 13%, et simplement, que ce soit les pouvoirs socialistes, les pouvoirs macronistes de droite depuis 20 ans, ils nous disent qu'il faut limiter les dépenses de santé. On ne dépassera pas les 11,5%. On arrive à un problème démocratique, vraiment. On n'est plus ce que veulent les Français ne correspond plus à ce que les élites décident. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans un pas. Et j'en termine 2-3 petites choses. Gardez en tête le net, c'est pour le moi, et le brut, c'est pour la vie. Pour la vie, c'est-à-dire c'est pour survivre par la santé et par la retraite. Et alors sur la résistance, je suis bien d'accord, il y avait plein de copains de Croizat qui étaient des résistants. Simplement, il faut aussi se mettre d'accord avec la vérité historique, les faits. Croizat, par définition, n'a pas vraiment pu être résistant, puisqu'il est arrêté avant même le début de la guerre, enfin, en tout cas le début des opérations militaires. Lui, il est arrêté dès octobre 39, parce qu'il a soutenu le pacte de non-agression germano-soviétique, et surtout parce que la Troisième République finissante l'a criminalisé. Donc il est arrêté, il est déchu de son mandat de député, il va faire 3 ans et demi de prison pendant la guerre, dans des prisons de la métropole, et ensuite au pénitencier d'Alger sous Vichy. Donc, par définition, il n'a pas vraiment pu lui-même être résistant. Mais tous ses potes de la CGT qui sont arrêtés, et notamment plusieurs qui sont fusillés à Châteaubriand, c'était comme lui, les directeurs des secrétaires généraux de fédération, hein. Il y avait le directeur de la fédération du cuir, il y avait le directeur de la fédération de voilà. Et puis, Jean-Pierre Timbaud, qui publiait là-bas, lui, il était de sa fédération, mais il s'occupait des métallos de la région parisienne. Alors que, voilà. Donc, c'était un grand pote de tous ces résistants qui ont été fusillés, mais lui-même, il faut quand même rétablir la vérité historique. Si on essaie de le qualifier de résistant, par définition, il l'aurait été, sans doute, mais par définition, il n'a pas pu l'être. C'est ça qui est important, que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est, et qui m'a tenu par à cœur d'écrire dans ce livre, c'est que, autant, il est clair qu'à un moment donné, le rôle exclusif de Larocque a été exagéré, autant je ne souhaite pas que l'on mette et l'équilibre de la balance trop dans le sens inverse, c'est pas rendre le rôle, donner un rôle excessif à Croizat, donc il n'a pas été résistant, et la Sécu l'a vraiment bâti en complémentarité avec le fonctionnaire Ferrand. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un micro là. Ce micro a été lancé aussi. Alors j'en ai répondu à 5 là quand même, donc j'ai fait un peu plus long, mais là j'essaie de faire court. Ouais. Oui, il y a aussi après. Alors, j'en prends 3. Bon, moi, je suis Claude. Je suis le secrétaire général de la CGT, retraité de la Seine-Saint-Denis. Alors, ces questions-là nous importent énormément. Et je pense qu'effectivement, tous les âges ont à se battre pour la sécurité sociale aujourd'hui, mais les retraités, ils peuvent avoir un rôle particulier. Parce qu'effectivement, moi, je suis du baby-boom, hein, et donc, on a bénéficié de ces grands conquis, hein, et donc, il faut veiller à ce que les plus jeunes puissent en bénéficier aussi. Alors, ça, il faut éclairer, hein, bien sûr, il faut éclairer. Moi, j'ai entendu qu'il y avait 88%, hein, des personnes qui étaient satisfaites, c'était une grande invention, la sécurité sociale. Mais ils ne se rendent pas forcément compte qu'en ce moment, quand on veut passer la retraite, eh bien, ça va toucher, bien évidemment, la sécurité sociale. Et là, on a un rôle très important à jouer tous, hein, sur cette question. Parce que c'est insidieux, les gens disent, ben non, mais la sécurité, c'est la maladie. Hein. Il y a ça dans les têtes. Mais effectivement, il n'y a pas que la maladie. Alors, donc, je pense que ça doit répondre quand même que, par rapport à l'actualité aujourd'hui, où on veut mettre un système par points, ça a été dit, système par capitalisation, c'est dangereux. Système par points, ceux qui sont retraités aujourd'hui, qui ont été un petit peu dans le privé, beaucoup, s'aperçoivent que la Gincarco a décidé de ne pas donner d'augmentation. Hein, c'est un système par points.
c'est un système de caractère privé, paritaire, mais qui prend des décisions. Donc, où les salariés sont pas majoritaires dans l'affaire. Et par exemple, il n'y a rien pour les retraites, pour les pensions, parce qu'ils jouent toujours pour les actifs sur la valeur des points donnés, c'est-à-dire que pour tel travail, vous avez c'est plus la même valeur de points pour quand vous serez à la retraite. C'est-à-dire que vous savez ce que vous payez, mais vous savez pas ce que vous allez toucher. Ça, c'est le premier truc. Donc, c'est le danger de système par points. Alors que le système par la sécurité sociale, par la CNAF, par exemple, c'est on paye et c'est défini ce qu'on va toucher. Après, il faut se bagarrer pour que cette somme définie ne se vienne pas. Alors ça, c'est la première chose. Moi, j'ai lu votre livre, mon livre, bon, on peut dire. Je suis quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps. J'avais lu tout ce qu'avait écrit Clément auparavant. Je sais pas si c'était dans la presse. Moi, j'étais au journal Le Monde. Dans la presse, j'étais secrétaire du CE à l'époque, parce que ça fait un moment que j'ai arrêté. Et dans mon entreprise, effectivement, il y a eu un plan d'épargne d'entreprise. Et pour, effectivement, les salariés ont plongé dedans parce qu'effectivement, le patron qui s'appelait Colombani, à l'époque, il a fait en sorte que ça soit vraiment très fortement bonifié, au début. En réalité, tout le monde a plongé là-dedans, et là, il y avait rien pour la sécurité sociale, ni pour la fête. Alors, c'est ça, c'est que on va avoir des attaques dans tous les sens dans ce domaine. Nous, on a quelque chose à faire, et bien faire la démonstration. Alors, je ne reviens pas sur la cotisation, ça a été dit par les camarades, mais sur cet aspect que c'est quand on touche à la retraite, on touche à la sécurité. Et ça, c'est pas dans les têtes. Par contre, si vous posez la question, et je suis d'accord, les gens sont attachés à la sécurité. Et c'est là où on a un travail à faire très important. Merci. Là, avec la notion dedans, il y a pas s'il te plaît. Je n'arrive pas à voir, alors, il y avait un copain. Voilà. Et ce copain-là, et après, on laisse deux autres, je crois qu'on suit concernant la sécu, ça va être vraiment la démocratie qu'on a réussi à mettre en œuvre dans ce pays. Tu l'as pas dit, mais en 45-46, il n'y avait pas d'hôpitaux. C'était des hospices. C'était des hospices tenus pris par la religion. Et le travail qui a été fait par les assurés, par ceux que vous avez vus, donc, à la sécurité sociale a été énorme, avec une difficulté financière à l'époque, qui était aussi énorme par ailleurs. Donc, en effet, M. Baratin, qui disait en comment les moyens et les moyens, aussi que les moyens, mais ça disparaît, c'est qu'on ne dit plus, qui dirige la sécu. Il y a les administrateurs, il avait eu la chance de voter une fois pour eux, mais après ça a été éliminé. Et puis, on n'y dit plus non plus, on n'y dit plus le mot. C'est pas même un hasard. Donc, on est vraiment, c'est une bataille qui va falloir mener ensemble, sur reprendre, parce que la démocratie soit le cœur de notre pays. Et un peu concernant, parce qu'il va y avoir la CGT, les réponses fédérales, mais cette question du 100% sécu, c'est vraiment il a déjà été au cœur de différents mais arriver à ce qu'il y ait une 100% sécu que tout le personnel des mutuelles rejoignent la sécu, c'est une bataille je pense que c'est une bataille qui est très 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 importante. C'est pas utopique, parce qu'on peut non plus y arriver, il y a encore un peu de moyens en ce moment, on est derrière et puis on soutient le terrain. Ouais, on prend les deux. Merci. Un autre Gérard, donc assuré social et retraité. Voilà, je vais essayer de dire des choses qui n'ont pas été encore dites. Donc effectivement, depuis hier, c'est le jour anniversaire où Ambroise Croizat a été nommé ministre du Travail le 21 novembre 1945. Il y a eu un autre ministre du Travail dans notre histoire avant, pendant la Commune de Paris, qui s'appelait Léo Frankel. C'était un Hongrois, c'était un immigré.
Voilà, je le dis parce que les premières résolutions qu'a fait la Commune de Paris, c'était d'interdire le travail de nuit. Ça, c'est une première chose. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'histoire, elle est toujours souterraine, même si elle arrive 80 ans après. Vous voyez, enfin, ça me fait sourire parce que finalement, Croizat, c'est à mi-chemin entre la commune et aujourd'hui. Il y a 80 ans de chaque côté. Donc la deuxième chose que je voulais dire, c'est on est quand même dans une bataille de mots, pour soigner les mots. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, moi dans la vie quotidienne, dans Drancy, quand les hôpitaux depuis 2-3 ans, à Vissel, je me suis aperçu justement que on a tapé surtout dans l'administratif. À Vissel tient encore sur les soins et et le soigner pour l'instant. Et c'est l'administratif qui a beaucoup morflé. J'ai constaté ça. Et quand je vais dans une pharmacie de Drancy, par exemple, il y a un citoyen qui est devant moi, un assuré comme moi, le pharmacien lui dit, il y a plein de mots que vous n'en comprenez pas. Il faut avoir ça en fait. Le pharmacien lui dit, ce médicament-là, il est déremboursé. Long silence. Alors, on lui dit, il est déremboursé. Alors, et l'assuré, il dit, ah bon, je vais être remboursé 2 fois. Vous voyez? Non, mais, pour vous dire, quoi. Au lieu de dire, non, ce médicament n'est plus remboursé. Ça, c'est clair. Tout le monde comprend quand on dit ça. Déremboursé, c'est presque un gros mot. Alors, c'est à chacun de faire son éducation, de chercher un peu. Mais quand même. Pour la retraite, par exemple, c'est pareil sur la bataille des mots. On a eu, moi, quand je suis parti en retraite, je pensais que j'allais partir comme tout le monde à 60 ans, je vais faire un an de plus, parce que j'avais des trimestres validés. Il en avait 180. C'était la joie, quoi. Et non, c'est le trimestre cotisé qui compte. Donc c'est Balladur, je crois, qui nous a dit ces 2 colonnes-là, dans les années 90. Donc, vous voyez, on enfume les gens, on leur fait croire qu'ils ont des droits, qu'ils n'ont pas de droits. Depuis le 12 novembre, je prends un dernier exemple, depuis le 12 novembre, donc, du jour, je suis à la LGEN, parce que, comme chacun sait, peut-être ici, j'ai travaillé quelques années au conservatoire de France. J'en suis parti malgré moi. Et voilà. Et donc la LGEN a envoyé à tous les assurés en disant que depuis le 12 novembre, les remboursements sont faits séparément. On a un relevé maintenant. Donc j'avais pas de compte à vie, moi. Vous vous rendez compte, j'ai résisté plus de 70 années quand même, sans avoir de compte à vie. C'est passé que par la LGEN. Et maintenant, il faut faire les deux. Il faut faire Amélie et LGEN. Je ne sais pas si ça va vraiment dans le bon sens. Et puis le dernier mot aussi, dernière expression que les gens ne comprennent pas, alors ça, j'en revenais pas, c'est l'expression tiers payant. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que tiers payant, je ne dis qu'un tiers. Non. Bah oui, mais non, c'est le tiers, c'est quoi le tiers? C'est la personne tierce. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Non, mais je dis ça, parce que ça paraît idiot, c'est vrai, mais modérateur. bah voilà, c'est ça. Voilà, il y a une chose. Donc il y a tout un travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un travail pédagogique à faire. Il faut tourner peut-être, remonter les manches, etc. Et moi, je termine par 2 questions. Je pense qu'il serait temps, et grand temps, et je fais le lien avec le film de Gilles Perret. À un moment donné, sa caméra est là dans le bureau de Raphaël, le ministre du Travail de l'époque, et il lui pose la question qui a fait la sécurité sociale. Il vous vous souvenez du film? Et Raphaël, il vous souvenez qui répond? Il dit oui, pour moi, il y en a un, c'est Charles de Gaulle. Oui, c'est dans le film, ça. Donc lui, après, il rectifie. Donc ma question est la suivante. Je pense que, alors je sais que ça a été fait, et ce serait bien de faire ça s'organise pas dans les mesures, de faire une grande manifestation qui irait de la sécurité sociale au ministère actuel du travail, du ministère du travail, et d'exiger que Ambroise Croizat rentre en pays. Parce que je trouve que quand même, il est mort à la tâche, quoi. Il est mort, il avait 50 ans. Vous vous rendez compte? Il s'est épuisé dans cette tâche incroyable pour nous tous, logiquement. Et je crois qu'il y a une pétition de lancer. Et voilà, je pose la question, où en est cette pétition? Et que pensez-vous de cette manifestation? Merci beaucoup. Et merci. Un dernier clin d'œil. Merci à Henri, qui a tenu la Bourse du Travail pendant des années, et toujours en retraite, donne un petit coup de main, là, je vois à la régie, à l'image. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Il y a une dernière question à Pierre Roderick, qui est un historien et qui a sorti Martin de Rumeau de l'oubli, une autre figure soviétiste et communiste du XXe siècle. Merci, pareil.
d'avoir en avance Ambroise Croizat. Non seulement je suis historien, mais je suis l'éditeur de l'ouvrage d'Emmanuel Dubois, parce que comme j'adorais les livres et que je n'y voyais pas, j'ai créé une petite maison d'édition, le J'ai lu. Merci Pierre. Et je suis très heureux d'avoir publié cet ouvrage. Alors, j'ajoute un petit point. Ambroise a-t-il été résistant ou pas? Tout dépend ce qu'on parle de résistant. Si, comme le croient certains, ou comme le disent plusieurs historiens, la résistance se réduit à des sabotages et à des bruits d'armes, il n'a pas pu en être, puisque député communiste du Front populaire, Croizat a été arrêté au début du mois d'octobre 1939, déchu de son mandat en mars-avril 1940, avant l'occupation allemande, par la Troisième République, par des députés élus lors du Front populaire en autres, et envoyé dès l'occupation par le gouvernement de Vichy dans le bagne d'Alger, la maison Carré. Mais je considère, moi, en tant qu'historien, qu'il a été résistant. Il sort du bagne d'Alger en février 1943. Ça faisait déjà 4 mois que l'Algérie avait été, entre guillemets, libérée par l'opération américaine prise de l'Algérie. Il a fallu 4 mois. Et au mois de juin, à la demande de la CGT, réunifiée, il rentre au comité consultatif créé par le général de Gaulle, qui a pour objet de remplacer l'Assemblée nationale qui est morte le 10 juillet 1940. Et là, il va s'occuper entre autres des affaires sociales. Et en octobre 1945, lorsque Alexandre Baroudy, ministre gaulliste du Travail, crée ses arrêtés, la sécurité sociale est construite à titre provisoire. Et Baroudy travaille en osmose avec Ambroise Croizat, et Ambroise Croizat succède à Baroudy quelques semaines plus tard, en novembre 1945. Et c'est le 22 mai 1946 qu'il fait voter la loi mettant en place la sécurité sociale, et je vais être le plus bref possible, en indiquant, que cette loi, il est donnée dans les mandats représentatifs 3 voix sur 4 aux travailleurs, 1 voix sur 4 au patronat. Il est aussi dit que les branches de la sécurité sociale qui existent déjà sont solidaires les unes avec les autres. Il est en train d'indiquer que il y a souveraineté donc des cotisants et les travailleurs ont 3 voix sur 4 dans les différentes élections qui représentent. Et donc j'ajoute 2 dates importantes. 1967, les ordonnances de Gaulle-Pompidou, on va dire un mot sur De Gaulle après, de Gaulle-Pompidou, qui remettent en cause la répartition des sièges dans les caisses primaires d'assurance maladie, en faisant 50-50, moitié pour le patronat, moitié pour les organisations syndicales. Et là, les patrons peuvent jouer sur la division syndicale pour avoir des gens qui sont liés à lui. Et 1997, Juppé, qui fait que le budget de la sécurité sociale est aujourd'hui voté par le Parlement. Je veux dire un mot sur De Gaulle. De Gaulle sort de la résistance, il est nommé chef du gouvernement, et 2 mois, même pas 2 mois, 1 mois après l'entrée d'Ambroise Croizat et des ministres communistes au gouvernement, il démissionne. De Gaulle a été en résistance, c'était un joueur important, mais il était profondément marqué par son origine bourgeoise, par son origine militaire. Il avait du mal à supporter
que des travailleurs organisés, que des travailleurs membres d'organisations syndicales et qui avaient un regard visionnaire sur l'avenir, puissent participer d'une façon ou d'une autre à la gestion de la démocratie et la gestion de la démocratie sociale. Et si on oublie ça, on oublie tout. Voilà. Merci et à bientôt. Je dois vous dire que depuis maintenant 13 ans, je suis membre, ça c'est la Fédération de métallurgie, moi je ne suis pas métallo, mais j'ai travaillé avec eux, et un historien qui m'a demandé de faire partie du comité d'honneur pour la panthéonisation d'Ambroise Croizat. Et j'ai dit oui, on n'a pas vécu, j'ajoute que je combat depuis maintenant 12 ans pour la panthéonisation de Martha Durumont. Et j'en ai discuté avec Pierre Caillot, le petit-fils d'Ambroise, et nous allons suggérer qu'ils soient réunis dans la même bataille, la panthéonisation de ce grand homme qu'est Ambroise Croizat, et de cette ouvrière adhérente à la CGT à 13 ans en 1910, qui s'est toujours battue pour permettre aux femmes d'avoir une place réelle dans la société, et en particulier aux ouvrières. Et vous trouverez en bas le dernier ouvrage que j'ai écrit, préfacé par Sophie Binet, Martha Durumont, une ouvrière féministe d'avant-garde. Eh bien, je suis pour qu'on les réunisse ensemble et qu'on s'organise pour que les deux montent au Panthéon. Et je crois que c'est un moment clé aussi du combat démocratique que nous allons faire. Voilà. Et je suis à votre disposition, y compris en tant qu'éditeur, pour tous les ouvrages que j'ai pu écrire sur la classe ouvrière, y compris pour faire bénéficier les organismes de la CGT au niveau national, régional, local, de prix qui ne sont pas des prix du commerce. Bon, écoutez, bon, il y a eu beaucoup de choses, hein, c'est super intéressant, c'est bien, c'est un débat qui est riche et vous avez déjà plein d'idées. Je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. Écoutez, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Donc, Claude, quand il disait qu'il fallait effectivement faire l'éducation populaire, donc il fallait notamment faire bien comprendre tout ce que recevait la Sécu et puis parler aux jeunes. Bah, c'est vrai. Donc moi, nous avec Pierre Autéric, hein, qui a été l'éditeur, et Laurence Dubois, on a fait un ouvrage à 12 €. On a essayé de le faire pas trop cher. Je sais pas si vous avez vu aussi la graphie, la mise en page. Oui. L'idée, c'est qu'il puisse vraiment être lu par le grand public dès 15 ans. Voilà. Donc et par exemple, tout ce vocabulaire du tiers payant, des modérateurs, des remboursements, j'essaye précisément de ne pas l'utiliser et d'expliquer la même chose avec des mots simples, des mots que tout le monde va comprendre. Parce que précisément, c'est par ce vocabulaire technocratique qu'on cache les enjeux. Et les enjeux nous sont et donc il faut essayer de parler avec du vocabulaire du quotidien pour expliquer les réalités et les dangers. Le message de Pierre, tu l'as prévu. Donc, les hôpitaux, effectivement, et la production de soins, c'est exactement ce que la sécurité sociale a permis après 45. Là, ça a été un système éminemment efficace pour la production des soins. C'est pour ça que ça a changé la vie des gens. Et le meilleur ouvrage sur cette question, qui vous explique très bien les choses, s'appelle La bataille de la Sécu de Nicolas da Silva, un ouvrage paru il y a 4-5 ans, que je vous recommande chaudement. Et par ailleurs, sur la sécurité sociale, pour des questions, comme disait Claude, d'éducation populaire et pour essayer d'expliquer le mieux les choses aux gens de façon le plus simple, est paru également un petit ouvrage qui est un petit joyau, qui s'appelle d'un jeune universitaire qui fait sa thèse sur Ambroise Croizat, mais qui n'a pas soutenu, mais qui est très brillant, qui s'appelle Léo Rossel, et il vient de publier La Sécu, une ambition perdue, point d'interrogation. Petit livre vert. Le titre peut sembler un peu ambigu, mais en réalité, il répond par, si on ne veut pas perdre cette ambition, précisément, il faut en revenir au principe de 45. La panthéonisation, alors pour tout dire, je ne sais pas exactement où ça en est, mais je ne pense pas que ça n'a spécialement avancé.
deux choses. Donc effectivement, il y a une pétition pour sa panthéonisation qui était parue le 120e anniversaire de la naissance de Croizat, donc en janvier 2021, qui avait été signé par toute la gauche. Et fait assez important, Pierre Caillot-Croizat est allé inaugurer une rue dans un petit village minier du sud du Puy de Dôme, Ozat-la-Convée, il y a quelques mois. Un maire communiste et la députée de la circonscription de cette région sud du Puy de Dôme est une modem, Madame Delphine Lingemann, et après avoir assisté à cette inauguration, elle a lancé avec d'autres personnes du centre et de la droite une lettre qu'elle a écrite à Macron. Il y a 30 députés socialistes, centre et droit, mais sans insoumis ou sans communistes, mais 30, donc 3 LR, 9 macronistes, 8 modem, qui demandent la panthéonisation de Croizat. Donc, écoutez, je ne sais pas, disons, où elle en est au niveau du président de la République, mais je sais que le président de la République a reçu cette lettre. Donc ça s'élargit un petit peu, en vous rappelant une chose importante qu'on oublie parfois, c'est qu'à une époque, par exemple à l'époque de Jaurès, quand il a été panthéonisé, c'était une décision du Parlement, de la Chambre des députés, à la majorité. Aujourd'hui, c'est un droit discrétionnaire et unique du président de la République. Je ne sais pas si ça, par exemple, c'est très démocratique non plus. Et j'en terminerai là. Oui, alors, les deux petites choses, effectivement, alors, est-ce qu'il a été résistant ou pas? Disons qu'il ne faut pas, je trouve, pousser à l'excès, déjà qu'il a fait la sécu, les comités d'entreprise, moi je trouve ça déjà pas mal. Alors, c'est vrai, je vais dans le sens de Pierre Outéric. Quand il a été libéré en février 43, il a effectivement parlé sur Radio Alger et il engageait les résistants de l'intérieur en métropole à des sabotages et à, voilà. Mais disons que je trouve qu'il a déjà fait suffisamment. Et puis je terminerai par la chose suivante. Pierre Outéric, oui, ce qu'on peut aussi rappeler, et ça c'est un point, alors là c'est un peu pointu si vous voulez, mais je terminerai là-dessus parce que c'est mon apport par rapport à Michel Etchevin ou le documentaire de Gilles Perret. C'est une chose très importante, c'est que même avant d'être ministre, il a eu un rôle important dans la préparation et la validation de ce qui va devenir l'ordonnance du 4 octobre 45. Absolument, et c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est essentiel, voilà. Et ça, je l'ai documenté parce que j'ai trouvé les documents de l'Archive nationale. Nous, on n'a pas été... Donc, si vous voulez, dans ce que disait Pierre, c'est que il y avait le gouvernement provisoire de De Gaulle à Alger, et ils avaient créé une assemblée qui était le pendant du gouvernement provisoire, qui s'appelle l'Assemblée consultative provisoire. Alors, ces gens-là n'étaient pas élus, même s'il y avait des anciens élus 36, il y avait des gens des mouvements de résistance, et par exemple, Croizat n'y était pas au titre du Parti communiste et de député de 36, il était au titre de la CGT, le mouvement de résistance, qui était dans le CNR, voilà. Et dans cette assemblée provisoire, qui a longuement discuté début 45, entre mars et juillet 45, du projet Larocque parodie de Sécu, parce qu'il fallait le valider quand même. Si la majorité de cette assemblée n'avait pas validé, il y aurait eu beaucoup moins en réalité, de soutien politique pour que cette ordonnance se passe. Et donc, il y a eu un vote donc Croizat était le président de la commission de la du travail de cette assemblée, et il a joué un rôle important parce que il y a finalement une majorité PCF, SFIO, CGT, qui valide cette ordonnance, notamment avec une organisation et une caisse unique, parce qu'avant-guerre, il y avait une myriade de 1000 caisses patronales chrétiennes et assurées d'assurance sociale. C'était du paternalisme, voilà. Alors, ils veulent mettre fin au paternalisme en 45. Et donc, le parti, et notamment pour des questions justement de pouvoir de ces milieux chrétiens et du patronat, le parti de centre-droit démocrate chrétien MRP et la CFDC s'abstiennent. Ils ne veulent pas lâcher leur quête d'avant-guerre, ils ne veulent pas l'organisation unique telle que Larocque et Croizat veulent la créer. Et si on avait gardé les caisses d'avant-guerre, on n'aurait jamais eu la Sécu telle qu'on l'a créée en France et qu'on l'a connue, elle n'aurait jamais été aussi efficace. On aurait eu un truc très éclaté. Et donc ce vote a été important et Croizat a joué un rôle sur la Sécu, contrairement à ce que disent certains universitaires. Moi, je ne le suis pas. Je ne revendique pas la caractère scientifique de mes travaux. Je suis journaliste.
fait des recherches, mais certains universitaires disent qu'il n'a pas joué de rôle dans l'ordonnance du 45, eh ben, j'amène les preuves par des documents nationaux que c'est faux et qu'il a joué un rôle important. Mais pourquoi? Parce qu'en même temps, un homme seul, aussi brillant et même porté vers le social soit-il, qui était Pierre Laroque, en réalité, il fallait aussi que le rapport de force soit là. Et le rapport de force, lui, il est réellement incarné par Ambroise Croizat, comme je vous l'ai dit au début. Merci pour votre écoute. C'était un bon débat. Et aussi aux aventuriers de la chanson. Un petit dernier mot pour vous dire aussi qu'on met à disposition une petite revue sur le CNR, le Conseil national de la résistance, donc en lien aussi avec la création de la sécurité sociale, qui est à votre disposition sortant. Merci à tous celles et ceux qui sont venus et de la qualité des débats aussi. Et merci à toi Emmanuel.